Donc, encore une fois, un grand merci à l'Atuforcal, tous ses membres, Maged bien sûr, pour cette invitation. C'est vrai que je me régale ici. C'est un plaisir, pays fantastique, peuple fantastique, allergologue top, bravo. Et c'est vrai que ce matin, j'étais à 8 heures aux communications et aux posters, et j'ai entendu des choses vraiment bravo. Il y avait des choses très très intéressantes, très très intéressantes. Alors aujourd'hui, je vais commencer par parler du Dufral Maghreb. Dufral Maghreb, c'est une formation qui est organisée, alors il faut que j'arrive à comprendre comment ça marche, qui est organisée donc, c'est bien l'Université de Lyon bien sûr, mais c'est surtout tout le groupe des Anaforcal. Anaforcal, il faut que je prenne mes lunettes, pardon. Anaforcal Algérie avec Abdenour Ben Younes, Anaforcal Maroc avec Younes El Ghadari, et puis bien sûr Maged pour l'Anaforcal, je suis désolé, je dis Anaforcal, excusez-moi, Tunisie, qui coordonne cet enseignement. Donc ces 2 années, c'est un e-learning pour toute la partie théorique, et puis ce sont des stages que vous avez dans vos pays sous la responsabilité de vos responsables Anaforcal. Et puis il y a une semaine pratique qui se passe à Lyon, et la photo que je vous ai montrée juste avant, c'était donc les apprenants, les étudiants, les médecins qui étaient présents donc à Lyon la première semaine de septembre 2018. Et pour les étudiants qui sont actuellement en cursus, eh bien ça sera la semaine du 8 au 14 septembre où ils seront à Lyon. Le matin, ils sont dans les services, donc qui sont en dermato, en pneumo, en allergomédicaments et en pédiatrie. Et l'après-midi, il y a un ensemble d'ateliers pratiques et de travaux dirigés sur tout un tas de choses, par exemple les tests cutanés. Donc c'est donc 2 ans. Je vous dis que c'est un e-learning. Le e-learning se fait sur ce site qui s'appelle Allergolion. Donc il y a tout un tas de choses, il y a énormément d'informations là-dessus. Quand vous cliquez sur l'onglet qui s'appelle Enseignement Allergologie Immunologie, eh bien, vous avez l'ensemble des enseignements que nous coordonnons à Lyon, en immuno, bien sûr, et en allergo. Donc vous descendez, vous avez le desk, vous avez le DES, et puis vous tombez sur le Dufral, donc Dufral Maghreb. Quand vous cliquez sur Dufral Maghreb, eh bien, vous avez donc bien sûr la notice d'information, la plaquette, le programme du séminaire pratique qui se passe à Lyon pendant une semaine, et puis vous avez le e-learning, c'est ici. Vous avez donc l'ensemble des items que nous avons considérés comme étant indispensables à connaître dans les 10 spécialités que constitue l'allergologie. L'allergologie, c'est 10 spécialités si on ajoute l'immuno, allergopédiatrie, allergogénérale, dermato, pneumo, immunoptère, aliments, médicaments, ORL ophtalmo et allergologie professionnelle. Et quand vous cliquez sur, alors comme vous êtes des pneumologues, j'ai fait exprès de prendre l'onglet pneumologie, et bien vous avez donc l'ensemble des items qui sont des documents PDF qui constituent cette base de connaissances qui va faire que nous parlerons la même langue. Donc je vous ai mis un exemple, j'ai cliqué sur diagnostic et bilan d'un asthme et je tombe donc sur un article de la Revue française des maladies respiratoires qui est un article de recommandation qui est en anglais et en français et qui considère la prise en charge et le suivi des patients asthmatiques adultes et adolescents. Donc voilà. Donc là, vous avez 340 items qui concernent ces 10 spécialités de la dermato. Donc faites-le savoir à ceux qui sont éventuellement intéressés. J'espère que vous aurez comme nous un DES d'allergologie dans les années qui viennent. Mais ceux qui sont intéressés, donc vos contacts, il est dans votre pays, Algérie, Maroc et Tunisie. C'est parfait. Alors, toxidermie sévère. Toxidermie sévère. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rediscuter, pour pas qu'il y ait d'ennui, sur cette différence entre hypersensibilité allergique et non allergique. C'est facile. L'hypersensibilité allergique, c'est quand l'immunité adaptative est mise en jeu. Il y a des anticorps spécifiques de médicaments ou des lymphocytes spécifiques de médicaments. Et quand c'est non allergique, ça veut dire que c'est l'immunité innée qui est mise en jeu. Et c'est facile à comprendre, les médicaments sont des produits chimiques, les produits chimiques sont des xénobiotiques, produits étrangers à la vie, ce sont des produits toxiques, pro-inflammatoires. Il y a des personnes qui supportent tout, il y a des personnes qui supportent rien, et puis il y a
les gens comme vous et moi, qui en général supportons, et puis il y a des moments où il y a un ensemble de cofacteurs qui fait que nous ne supportons plus et que nous développons des réactions inflammatoires aux médicaments. Vous comprenez ce que je dis? Je parle de ça. L'hypersensibilité non allergique, c'est 90% des réactions aux médicaments, et nous on considère que c'est une réaction normale. Il est normal, quand on prend 1 gramme d'amoxicilline, plus 1 gramme de paracétamol, plus des corticoïdes, plus qu'en plus on est stressé, qu'on mange, qu'on est fatigué, qu'on a de la fièvre, il est normal que le corps dise « ça suffit, on respire des polluants, tous ces produits chimiques viennent s'additionner ». Donc nous, l'hypersensibilité non allergique, pour nous, c'est une réaction de défense de l'organisme qui dit « basta », comme on dit chez nous. C'est bon? Donc, quand on nous pose la question, on nous demande de faire des conférences grand public, on nous demande « serons-nous tous allergiques demain ?» Point d'interrogation. Nous on dit, on ne sera pas tous allergiques demain, mais on sera tous hypersensibles demain. Et c'est ce que Jean-Paul a expliqué hier. La modification de notre mode de vie fait qu'on est dans un mode de vie qu'on appelle adjuvant, c'est-à-dire pro-inflammatoire, et on fera tous, de toute façon, on sera tous hypersensibles un jour ou l'autre, que ce soit aux médicaments, aux aliments ou aux deux. Donc ça, c'est très important de comprendre cette différence, parce que l'allergologue, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'intéresse pas aux maladies allergiques. Il est bien obligé de s'intéresser aux maladies d'hypersensibilité. Quand vous traitez un asthme, vous ne traitez pas que l'asthme allergique. Vous traiterez bien aussi ce qu'on appelait avant l'asthme intrinsèque. Vous n'allez pas envoyer le patient. Vous avez une approche immunothérapie allergénique qui va être spécifique s'il y a un composant allergique. Moi, quand je traite une dermatite atopique, elle peut être extrinsèque ou intrinsèque, parce que nous, vous avez remarqué qu'on n'est pas aussi intelligent que les pneumos. Nous, le mot dermatite atopique, il peut être atopique chez des patients qui ont un terrain atopique, et puis il peut être non atopique chez des patients qui n'ont pas de terrain atopique. C'est 50% des dermatites atopiques qui ne sont pas atopiques. Les tests sont négatifs, il n'y a pas d'hyper-IgE. La présentation clinique est la même, le traitement est le même. Donc l'allergologue ne s'intéresse pas uniquement aux maladies allergiques. L'allergologue s'intéresse aux maladies d'hypersensibilité et bien sûr aussi d'hypersensibilité aux médicaments. Donc ensuite on verra les toxidermies, démarche diagnostique, mais ça vous le savez, on vient d'en parler, tests cutanés, et puis surtout les présentations cliniques, un mot d'induction de tolérance et les messages clés. Donc ça, c'est cette fameuse classification de Gallet-Coombs qui donne la liste, ou plutôt qui donne des informations sur les mécanismes, on appelle ça la physiopathologie, des hypersensibilités allergiques, puisque c'est la classification immunologique des hypersensibilités. Donc, ces réactions allergiques aux médicaments, elles peuvent être dues à des IgE spécifiques, impliquer le mastocyte et basophile, à des IgG spécifiques, à des complexes immuncirculants. Ça, ce sont les anticorps, ce sont les maladies liées à des anticorps. Et bien sûr, l'hypersensibilité aux médicaments allergiques, elle peut être due à des lymphocytes T et à différents types de lymphocytes T qui vont produire différents types de cytokines, ce qui va donner les différentes présentations cliniques que l'on a des réactions d'hypersensibilité aux médicaments. Et j'ai listé ici, quand on présente l'hypersensibilité aux médicaments, moi je commence par cette classification, et ici je mets des exemples d'hypersensibilité aux médicaments. Et en ce qui concerne les maladies qui sont de lymphocytes T, eh bien dans les maladies qui vont être dues à des lymphocytes T producteurs de cytokines de type 1, on va mettre les exanthèmes. Producteurs de cytokines de type 2, on va mettre ce qu'on appelle les syndromes d'hypersensibilité, le DRESS. Producteurs, là c'est quoi? C'est les lymphocytes T cytotoxiques, c'est ça. Et bien on mettra bien sûr les toxidermies bulleuses, syndrome de Lyell, syndrome de Steven-Johnson. Et puis les maladies qui sont dues à des lymphocytes qui produisent de l'interleukine 17 et l'interleukine 22, on en a plusieurs, et en particulier la plus typique, c'est la pustulose exanthématique aiguë généralisée. Alors le drame des dermatologues, c'est qu'on voit les lésions, ou plutôt le drame de la peau, c'est que les lésions se voient. Et donc forcément, les descriptions, elles sont très... il y a énormément de maladies différentes. Quand on commence à rentrer dans la physiopathologie, on s'aperçoit en fait qu'il y a relativement peu de maladies, ou plutôt peu de mécanismes. Il n'y a pas autant de mécanismes que de maladies. Donc c'est là où on est embêté. À la fois, la dermatose, c'est fantastique, à la fois, ça nous limite un peu le raisonnement, parce qu'on a envie d'avoir un mécanisme par présentation clinique de maladie. Or, ça n'est pas le cas. Mais on n'a pas encore fini de démembrer toutes ces pathologies. Alors ça, c'est pour vous dire que, si vous souhaitez, on a fait pour la revue des praticiens en 2015 une monographie
qui s'appelle Hypersensibilité aux médicaments, où vraiment on passe une trentaine de pages et c'est téléchargeable sur le site que je vous ai indiqué, Allergolion. Il y a les définitions des mécanismes, il y a urticaire, angio-œdème. Je reviens sur la notion que l'œdème de Quick, c'est une maladie rare. On parle bien sûr d'anaphylaxie, de choc anaphylactique, on parle d'exanthème et toxidermie sévère, on parle d'induction de tolérance. Donc ça c'est un document, je pense que je l'ai mis après, non je ne l'ai pas mis après, mais vous pouvez le charger donc sur le site Allergolion, vous allez, il y a un onglet qui s'appelle Hypersensibilité aux médicaments et vous avez un accès direct au PDF de cet article. Alors avant de rentrer dans les toxidermies, qui impliquent donc des lymphocytes T, on va dire des lymphocytes producteurs de cytokines. À votre avis, cette patiente, elle est manifestement hypersensible. Elle est allergique ou elle n'est pas allergique? Elle n'est pas allergique. Alors, il faut discuter après avec elle. Hein. Si elle a fait un choc anaphylactique à la pénie et que par ailleurs elle a fait trois boutons, donc on va dire, il se peut qu'elle soit allergique à la pénie et on va tester la pénie. On ne testera pas les autres. On va bien tester que le médicament qui donne l'accident le plus sévère. Mais si elle a fait les mêmes symptômes avec tous ces médicaments, elle ne peut pas être allergique. Disons, il vaut mieux raisonner comme ça. Bien sûr que l'allergie multimédicamenteuse, ça existe, puisque les gens disent que ça existe. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Sauf des molécules qui croisent. Hein, c'est entre bêta-lactamine, entre pénicilline et céphalosporine de première génération. Mais, comme c'est décrit, ça doit exister. Mais c'est rare, voire exceptionnel. Donc, alors que les patients qui se présentent comme ça, c'est extrêmement fréquent. Et ces patients-là, encore une fois, ont ce terrain d'urticaire chronique, 1 à 2 millions de Français, et chaque fois qu'ils vont prendre des produits chimiques, ils vont développer une poussée urticaire, et on va petit à petit allonger la liste des médicaments. Donc c'est là où, on discutait tout à l'heure, est-ce qu'on peut redonner les médicaments de cabinet? Bien sûr, si on a compris comment ça marche, on va bien sûr redonner ces médicaments, avec des antihistaminiques, et ça se passera très bien. Mais encore une fois, il faut avoir quand même cette connaissance. Donc, je ne mets aucune chance d'être allergique à deux médicaments différents. On parle d'allergie. Hein. Allergie, il y a un récepteur, soit anticorps, soit lymphocyte T, qui va être capable de reconnaître une structure chimique, et pas la structure voisine, sauf s'il y a une réactivité croisée. Et ça, aussi bien sur le plan de la clinique pratique que sur le plan immunologique, c'est pas possible d'avoir un récepteur. En fait, c'est possible. C'est tout à fait possible. Quel est le risque d'être allergique à un médicament donné? On le sait des enquêtes d'allergonesthésie. C'est un choc anaphylactique pour 10 puissance 4 à 10 puissance 5 interventions. Donc, 1 sur 10 puissance 4. Il n'y a pas de terrain génétique pour l'allergie aux médicaments. Il n'y a pas plus d'atopiques chez les allergiques aux médicaments que chez les non-allergiques. Donc, je suis allergique à un médicament donné, c'est le système des boules. Je tire une boule, j'ai une chance sur 10 puissance 4. D'accord? Maintenant, je vais être allergique à un autre médicament qui n'a rien à voir. Je tire une boule, une chance sur 10 puissance 4. Si je veux être allergique aux deux médicaments, je multiplie, puisque je n'ai pas de terrain qui me favorise le fait d'être allergique à deux médicaments. Donc c'est possible, c'est 1 sur 10 puissance 4 que multiplier 1 sur 10 puissance 4. Ça fait 1 sur 10 puissance 16. C'est possible. Mais encore une fois, ça reste rare. C'est bon? C'est parfait. Alors, là, c'est un petit cas clinique. Donc, c'est l'époque où il y avait encore des lettres, hein, 2003. Docteur Nicolas, mon fils Yves, a rendez-vous le 25 juin pour des tests. Il est né le 8 janvier 1983, donc il a 20 ans. Il a fait un urticaire géant au clamoxyl en 86. Donc, on a évité cet antibiotique. Et ça, c'est très très bon. Elle aurait pu dire, elle est tombée sur un bon médecin. Elle aurait pu dire, il a failli mourir. Voilà. Donc, on a évité. C'est logique d'éviter un antibiotique quand on fait une réaction. Hein. Donc, urticaire géant 86. Le 22 décembre dernier, il a fait un œdème de Quick après avoir passé un gel érythrogel 4% sur ses boutons d'acné. Et le 23 mars dernier, il n'avait pris ni clamoxyl, ni érythrogel, ni aucun médicament. Il a refait un œdème de Quick. Et donc là, nous rentrons dans X-Files, je ne sais pas si ça existe encore, cette série,
avec plusieurs niveaux. Le premier niveau d'X-File. J'ai donc noté qu'il avait mangé du nougat chinois, des concombres, des tomates, des betteraves, du magret de canard, de la sauce au poivre vert, des mangues, des litchis, du comté et des pâtes. Personnellement, si j'avais mangé ça, je pense que j'aurais pu faire un œdème de couille. On passe au deuxième niveau de X-File. Il y avait aussi un très gros bouquet de tulipes posé près de lui avec des jonquilles. Donc nous avons fait ce que Jean-Paul a dit hier, on a récupéré du pollen de jonquilles et on a montré qu'il n'était pas allergique aux jonquilles. Non. Donc à votre avis, il est allergique ou il n'est pas allergique? Il n'est pas allergique. Ce qu'il appelle l'œdème de Quincke et ce que nous appelons l'œdème de Quincke, c'est un angioëdème du visage histaminique, c'est une urticaire du visage. Quand on tombe dans les orties, on est enfant, on met le pain, on saute les barrières, on tombe dans les orties, on a un œdème du visage, un œdème des mains et des pieds, on a des plaques sur le corps, c'est une urticaire. Tomber dans les orties tout nu n'a jamais tué personne, même si ça déforme terriblement, on est d'accord. Voilà, c'est juste. Donc, quand on est allergique à tout, et là on revient à ce que disait Jean-Paul hier, le bon sens de nos grands-mères et de nos grands-pères. C'est ce qu'on nous disait, quand on est allergique à tout, on est allergique à rien. On a le droit d'être sensible à beaucoup de choses, mais nous, notre définition, encore une fois, quand on est allergique à tout, on est allergique à rien. C'est bon. Donc c'était juste suite à ce qu'on avait fait hier, remettre avec deux cas cliniques, rediscuter de ça. Alors, toxidermie. Toxidermie, elles sont sept. Elles sont sept. 7 pathologies fréquentes et ou graves. Syndrome de Lyell, syndrome d'hypersensibilité qu'on appelle DRESS pour Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, pustulose exanthématique aiguë généralisée, érythème pigmenté fixe bulleux, et il est sévère quand il est généralisé, érythème polymorphe, il est sévère quand il est généralisé, dermatose IgA linéaire, qui est une rareté, et la plus fréquente, bien entendu, les plus fréquentes, toxidermie, on appelle ça toxidermie érythémateuse, mais ça s'appelle rash, ça s'appelle des fois flush pour certains, ça s'appelle exanthème, ça s'appelle exanthème maculopapuleux, il y a énormément de dénominations. Donc, on est dans ce cadre-là, dans l'hypersensibilité retardée aux médicaments, et type 1, type 2, cytokine de type 1, cytokine de type 2, cytokine de type 17, ou lymphocyté cytotoxique. Alors, vous trouvez que l'immunologie est compliquée, mais l'immunologie elle est beaucoup plus simple. C'est compliqué quand on ne connaît pas bien, parce qu'en fait, quand on dit, par exemple, TH1, c'est très compliqué. TH, ça veut dire CD4, alors que les CD8 font exactement la même chose que les CD4. Donc déjà, on pourrait dire type 1, et c'est ce qu'on dit. Et puis ensuite, quand on dit T, ça veut dire que c'est des lymphocytes T. Or, on sait maintenant qu'il y a des lymphocytes qui ne sont pas des lymphocytes T, on les appelle lymphocytes innés. Ils n'ont pas de récepteurs, donc ils ne sont pas spécifiques d'antigènes, mais ils sont capables de faire exactement la même chose que les lymphocytes T. Lymphocytes innés, de type 1, de type 2, de type 17, ils peuvent, à moindre degré, faire de la cytotoxicité. Donc en fait, on peut dire que les réactions d'hypersensibilité aux médicaments, elles sont dues à des lymphocytes capables de produire différentes cytokines ou de faire de la cytotoxicité. Ça peut être des lymphocytes T dans les réactions d'hypersensibilité allergique, mais la majorité du temps, c'est comme pour l'hypersensibilité immédiate, ce sont les lymphocytes innés qui sont capables de faire le travail. C'est bon? Donc les choses, en fait, sont bien plus simples parce qu'à force de rentrer dans les sous-populations de lymphocytes, CD4, CD8, etc., on complique. Ça, c'est une diapositive pour montrer la démarche diagnostique générale. Quand on parle de manifestations retardées, ce ne sont pas des manifestations qui surviennent en retard. Ce sont des manifestations qui évoquent une hypersensibilité retardée. C'est-à-dire un angioëdème au 3e jour d'un traitement par bêta-lactamine, c'est une manifestation d'hypersensibilité immédiate. On est d'accord? Et vous le prévenez en donnant un antihistaminique. Elle est sur le 3e jour parce que le produit, il a fallu qu'il s'accumule 1 gramme 3 fois par jour pendant 3 jours pour arriver à activer le système de façon non spécifique. On est d'accord? Donc les manifestations qui évoquent une hypersensibilité retardée, c'est à l'intervention de lymphocytes T, ce sont les eczémas, ce sont les exanthèmes,
Et puis bien sûr, après, ce sont les manifestations infiltrées, comme on peut le voir au niveau du DRESS, et bien sûr, ce sont les décollements. D'accord? Ensuite, il y a toujours cette étape d'imputabilité, mais l'étape d'imputabilité, elle ne vous donne pas le diagnostic étiologique, enfin le diagnostic mécanistique, elle vous dit qu'il y a une relation de cause à effet. On en a parlé ce matin, il y avait des communications magnifiques. Le test de provocation, il n'a jamais dit que le mécanisme était allergique. Le test de provocation, ça confirme qu'il y a un lien entre la prise du médicament et l'accident. Un point, c'est tout. C'est bon? Quelqu'un qui a fait une réaction en prenant 1 gramme d'amoxicilline, si on lui redonne 1 gramme d'amoxicilline, il est possible qu'il refasse la réaction. Maintenant, s'il fait la réaction à 1 milligramme d'amoxicilline, là, en effet, vous pensez que ça peut être quelque chose qui nécessite l'amplification par le système immunitaire. Parce que ce qu'on est en train de discuter, c'est que quand on parle d'hypersensibilité immunologique, c'est les anticorps et les lymphocytes qui démultiplient l'effet toxique, l'effet pro-inflammatoire du médicament. Une quantité minime, quand il y a des anticorps et des lymphocytes, c'est l'effet démultiplication qui va faire la réaction. Ça va? Donc l'imputabilité, et puis ensuite les tests cutanés et patch et intradermoréaction pour les tests pour l'hypersensibilité attardée avec des lectures à 48 heures. En fait, les prick, et je vous montrerai un prick positif à 48 heures, qui était négatif en immédiat et qui s'est positivé à 48 heures chez quelqu'un qui a des lymphocytes particulièrement, on va dire, affins pour l'amoxicilline. Donc ces tests cutanés, prick, pas de risque aux médicaments. Vraiment, il ne faut pas avoir peur des prix. IDR, bien sûr, dès que vous rentrez, là, il y a une invasion, donc bien entendu que là, c'est quelque chose d'embêtant. Patch test. C'est une usine à gaz, hein. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec la réflexion, il faut absolument qu'il y ait en Tunisie un centre qui soit capable de gérer ça, mais il faut surtout qu'il y ait une pharmacie derrière qui soit capable d'assurer. Donc nous à Lyon, il y a toutes les pharmacies ont refusé, il n'y a que la nôtre à Lyon Sud qui fournit en fait l'ensemble des centres de la région qui font de l'allergie aux médicaments. Parce que soit le médicament est disponible sous forme injectable et ça ne pose pas de problème, sinon c'est vraiment de la reconstitution, de la filtration, il faut que ça soit stérile si vous faites des intradermoréactions. Donc c'est vraiment, ça monopolise pratiquement un technicien et un demi-pharmacien, un poste de technicien et un demi-poste de pharmacien. Alors, il y a des choses qui existent en vaseline, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, puis après, c'est vraiment là pour les produits liquides, on utilise comme les patch tests. Alors, je vais revenir sur mes présentations cliniques. Donc, c'est exactement les mêmes photos des 7 maladies que je vous ai montrées. J'insiste ici sur le fait que les réactions les plus sévères sont heureusement les plus rares. Le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson, c'est un cas nouveau par million d'habitants en France et par an. Donc ce sont des maladies rares. Il y a 2 centres de référence en France, un à Paris, un à Lyon. Nous, on était centre de compétences. C'est le docteur Benoît Ben Saïd, maintenant, dans le service de dermatologie Denis Julien, à l'hôpital Édouard Herriot, qui est le 2e centre de référence français pour les toxidermies sévères. Et quand on dit toxidermie sévère, bien sûr, c'est toutes ces maladies, mais c'est surtout ces 2-là. Donc celle-ci est extrêmement rare. Le DRESS, par contre, est 10 fois plus fréquent que ce qui est marqué dans la littérature. Alors, ce n'est pas les dermatos, ce n'est pas les allergologues qui voient les DRESS. Les DRESS, ils sont en réanimation. Voilà, c'est là où on a les patients qui vont développer un DRESS qui ne va pas être compris comme un DRESS, qui va être compris comme un problème infectieux, qui va être traité plus ou moins bien. Et il y a énormément de patients DRESS. La mortalité est extrêmement élevée. En réanimation, si le diagnostic n'est pas fait. Parce qu'on va changer de médicament au lieu d'arrêter le médicament. Donc, sévérité, maladie quand même relativement rare, et puis plus vous allez vers la droite, plus vous allez vers les toxidermies érythémateuses, ce sont les maladies qui sont les plus fréquentes. Alors, on reparle, quand est-ce qu'il faut avoir peur? Il faut avoir peur quand il y a des signes généraux, il faut avoir peur quand il y a des signes muqueux. Sinon, on a le droit de réfléchir. Et on en discutait hier, on n'est pas encore au point, si, chez nous ça commence, les pédiatres en particulier. Les pédiatres sont beaucoup plus, probablement ils voient plus de problèmes d'exanthème, de rash. Les pédiatres n'arrêtent pas les médicaments maintenant. Et si le médicament est arrêté par un pédiatre qui ne connaît pas bien l'allergologie, eh bien le pédiatre allergologue va redonner le médicament, sans faire de test du tout. Hein.
pour les accidents qui n'impliquent pas de signes généraux ou muqueux. Donc ça, c'est vraiment ce qui doit être la règle. Si vous avez un doute, c'est bilan hépatique, bilan rénal. Donc s'il n'y a pas de signes généraux, pas de signes muqueux, le bilan hépatique est normal, le bilan rénal est normal, on peut se poser la question de continuer le médicament. Parce que, encore une fois, on sait, ça c'est l'expérience des antirétroviraux qui donnent 30% de toxidermie, on sait que si on passe quelques jours, eh bien, tout rentre dans l'ordre alors que le patient continue à prendre son médicament. D'accord? Je fais exprès, hein, il y en a un qui m'a dit que j'étais provoquant. C'est pas être provoquant, c'est que le problème, il est quand on arrête. Parce que quand on arrête, ça veut dire quand est-ce que je vais le reprendre. Donc, il y a de plus en plus de papiers, encore une fois, énormément de papiers de pédiatrie, où très clairement, on dit accident non sévère, on n'arrête pas le médicament. Alors ça, c'est vrai que c'est dramatique, on ne peut pas passer à côté, hein, ça c'est pas possible. Quelqu'un qui vient avec un exanthème le premier jour, s'il se plaint de douleurs cutanées, c'est extrêmement évocateur de la hyène. Je dis ça, mais c'est un cas par an par million d'habitants. Donc, si vous commencez à demander aux gens est-ce que vous avez mal à la peau, si vous insistez trop, ils risquent de vous dire qu'ils ont mal à la peau. Mais c'est vraiment un des signes les plus précoces. Et après, c'est vrai que ça va très vite. Il est impossible de dire celui qui va décoller de 100% et qui va mourir, ou celui qui va décoller de 20% et qui va survivre. De toute façon, il n'y a pas de traitement, ce sont des brûlés. Donc, le traitement, c'est l'admission dans un centre des brûlés. Donc, c'est facile. À partir du moment où vous avez un exanthème, vous touchez la peau et vous décollez l'épiderme, il faut adresser le patient dans un centre de grand brûlé. Ici, vous avez donc ce décollement, c'est une maladie qui est due à l'activation de lymphocytes T spécifiques de médicaments. Pourquoi est-ce que ça détruit la peau, ça ne détruit pas les autres organes? On ne sait pas encore, mais on sait qu'on retrouve dans la peau des lymphocytes qui sont spécifiques du médicament incriminé. Les médicaments sont toujours les mêmes, hein. Allopurinol numéro 1, sulfaméthoxazole, les antiépileptiques, les anti-inflammatoires, et mortalité, bien sûr, dans les cas les plus sévères. Alors, très différent de l'amoxicilline et de l'hypersensibilité immédiate, toutes ces pathologies se développent avec des médicaments que l'on prend en continu. Quand on parle de bêta-lactamine, on va faire 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours. Un jour, lors d'une cure, on va se sensibiliser. Il faut 10 jours hein, pour développer une bonne réponse anticorps et 15 jours pour avoir des anticorps IgE, vraiment avec la meilleure affinité, hein, maturation d'affinité. Donc le jour où l'individu va sensibiliser IgE pour les bêta-lactamines, il ne prendra plus de bêta-lactamine. Donc il ne va pas faire d'accident le jour où il sensibilise. Par contre, 3 mois après, il reprend des bêta-lactamines, là il fait son choc anaphylactique. D'accord? Ici, allopurinol, quand vous le commencez, c'est un médicament que vous allez le prendre pendant des mois. Donc il va se passer un certain temps avant de se sensibiliser. La moyenne pour toutes ces réactions, c'est 3 semaines. C'est le temps qu'il va falloir pour vous sensibiliser. Et comme vous continuez à prendre le médicament, eh bien vous allez développer la réaction allergique. D'accord? Maintenant, il y a eu, dans la littérature, il y a des cas magnifiques. Il y a 30 ans, on redonnait chez des patients qui avaient fait des LAIEL le médicament, et il y a des cas où en 48 heures, la personne a complètement décollé. Si vous réexposez le patient et qu'il est immunisé, il lui faut 48 heures pour activer des lymphocytes T spécifiques. C'est bon la différence entre les 3 semaines pour développer l'immunisation et la réaction, et puis 48 heures si vous réexposez l'individu. Donc ça, c'était le dernier point que j'avais discuté, donc quelques images. Hein. Donc ça, c'est des images que j'avais prises quand j'étais interne en dermatologie au service de l'anticaille. Vous voyez, ça fait une quarantaine d'années. Ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire ça reste toujours aussi rare. Ça, c'est le patient que l'infirmière avait retourné. Quand on l'avait allongé, il avait son épiderme. Le fait, donc sur le drap, le fait de le retourner, l'épiderme s'était intégralement décollé. Ça, c'est un enfant. Vous voyez, c'est une époque glorieuse où nos infirmières étaient des sœurs. Jean-Paul aimait beaucoup ça, durant cette époque. Ça, c'est Bactrim. Ça, c'est sulfaméthoxazole. Sulfaméthoxazole chez un petit. Donc, ça, c'est le LAIEL. Le DRESS, donc syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse. Là, c'est facile. C'est un exanthème. Ce sont des gens rouges. Œdémateux. Donc, ça se présente avec un faciès qui est un peu soufflé. Hein, ce sont des personnes qui vous disent j'ai du mal à. Je suis un peu œdémateux. Et quand on fait. Donc il y a de la fièvre, il y a des signes généraux. Voilà. Et le risque, c'est l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale.
Et la mortalité, encore une fois, quand ça se passe en réanimation, elle est importante parce qu'il y a d'autres tares. Les DRES qui surviennent chez les patients qui, par ailleurs, n'ont pas d'autres problèmes de santé, n'ont aucun problème de mortalité. Les médicaments sont toujours les mêmes, hein, allopurinol, sulfamide, anticonvulsivants. Alors, minocycline, tout à fait, très particulier, l'atteinte de la minocycline. Il n'y a pas de décollement, ce sont des cellules qui vont fabriquer des cytokines de type 2, on en a parlé pas mal. On a vu hier les traitements de l'asthme avec Benoît, donc c'est la même chose, hein, produit de l'IL5, IL4, IL13. Et c'est vrai que le traitement corticoïde est magnifique. Le problème que l'on a, il y a deux problèmes dans le DRES, c'est l'arrêt de la corticothérapie, qui peut être vraiment très difficile, parce qu'il y a des rebonds qui vont durer pendant plusieurs semaines, et c'est l'introduction d'autres médicaments. Et c'est là où il y a un certain nombre de personnes qui ont mélangé allergie multiple avec hypersensibilité multiple. Ce sont des patients qui ont une telle, c'est comme ça qu'on interprète, inflammation cutanée, enfin inflammation, qu'on change la bêta-lactamine pour le sulfaméthoxazole, ils vont faire une réactivation et ils vont refaire, nous, ce qu'on appelle un mini-DRES, ils vont refaire un exanthème odémateux. En général, ils ne refont pas d'atteinte hépatique ou d'atteinte rénale, mais c'est vrai qu'ils restent très sensibles à tous les médicaments. Alors, pustulose exanthématique est généralisée, je ne suis pas sûr que vous en voyez beaucoup, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un exanthème, c'est un exanthème, encore une fois, avec des petites pustules, qu'on voit ici parfaitement, c'est quand même une urgence et il faut ce sont des cas à hospitaliser et à traiter. Érythème pigmenté fixe, ça je pense que vous en voyez, je pense que vous en avez vu, ceux qui font du médicament, on ne peut pas rater. Ce sont des personnes qui développent toujours au même endroit, chaque fois qu'ils prennent des anti-inflammatoires, du paracétamol, des antibiotiques, une inflammation sur des taches brunes. Et cette inflammation, en fait, quand elle va disparaître, elle va laisser des taches cicatricielles. En fait, ça dépend du type de peau. Chaque fois que vous avez une toxidermie maculopapuleuse, elle se développe toujours au même endroit. Simplement, sur les peaux qui sont non mates, il n'y a pas de cicatrice pigmentée. Sur les peaux mates, il y a une cicatrice pigmentée. Donc c'est vrai que nous, ça nous arrange parce que quand il y a une cicatrice pigmentée, on fait les tests cutanés comme d'habitude au niveau du dos et on fait des tests cutanés sur les zones antérieurement atteintes et on trouve qu'il y a beaucoup plus de positivité sur les zones qui sont antérieurement atteintes. Alors, érythème polymorphe majeur, il y avait une chose que j'ai oublié de vous dire au début, toutes ces pathologies, à partir du moment où il y a de la fièvre, il faut quand même penser en premier lieu à des affections virales. Ça se présente comme des affections virales. Donc, quand vous avez un érythème, enfin une présentation comme celle-ci, il faut penser bien sûr à l'herpès, il faut bien sûr penser au mycoplasme, il faut bien sûr penser aux médicaments. Mais tout n'est pas médicamenteux, c'est pour ça aussi quand on arrive au bilan allergologique de ce type d'accident, il ne faut pas être étonné que les tests puissent être négatifs parce qu'il n'y a pas que les médicaments qui peuvent induire ce type de réaction. Donc dermatosée linéaire, là c'est vraiment des affaires dermatologues, hein. Alors quand elle est généralisée, elle est associée à des signes systémiques et donc elle peut poser des problèmes. Ce sont des petites herpétiformes parce que ça fait disposition annulaire avec ces petites bulles périphériques et IgA linéaire parce qu'en effet c'est une pathologie où il y a une production d'IgA qui va venir se coller au niveau de la jonction dermo-épidermique. Donc ça c'est vraiment une pathologie qui est rare, qui est induite par AINS, antibiotiques, typiquement vancomycine. Les 10 derniers cas de littérature sont des cas qui sont induits par la vancomycine. Et puis la dernière, eh c'est celle-ci qui est la plus fréquente, hein, toxidermie érythémateuse. Donc toxidermie érythémateuse, la majorité du temps, il n'y a pas de signe systémique, il n'y a pas d'autre atteinte. Parfois, on peut avoir des lésions qui font craindre une évolution plus embêtante. Donc, il faut suivre les patients, il faut bien sûr suivre la fièvre, il faut bien sûr suivre le bilan hépatique et rénal, et on a parfaitement le droit, bien sûr, d'arrêter le médicament. Donc, des exemples hein, chez l'enfant. Mais ça, quelque chose qui survient comme ça chez l'enfant, comment est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas infectieux et que ce n'est pas parce qu'il a une maladie infectieuse, qu'il a été mis sous bêta-lactamine, il a développé son problème à cause de quoi? Donc c'est pas facile. Les pédiatres donneront leur avis. Donc chez l'adulte âgé, c'est extrêmement fréquent. Dans les plis,
Ça, c'est vraiment typiquement la toxidermie du 10e jour ou du 9e jour à la pénicilline. Quand avant on faisait des traitements longs à la pénicilline, on le fait encore, c'était vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait vraiment attendre. Pour les lymphocytes T, ça sort, il semble que ça sorte un petit peu avant, ça puisse sortir un petit peu avant pour la réponse IgE, puisque cette toxidermie du 9e, 10e jour aux pénicillines, c'était classiquement un diagnostic de mononucléose infectieuse. Et là, encore une fois, on ne sait pas bien si, on le sait, mais on ne sait pas toujours si l'éruption c'est dû à des lymphocytes T spécifiques de pénicilline ou si l'éruption c'est dû à des lymphocytes T spécifiques de bébé. Hein. C'est quand même concomitamment à une infection à EBV qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Donc il y a toujours cette association entre infection, médicament et toxidermie qui est importante à considérer avant d'incriminer forcément le médicament. Parce que là, c'est contre-indication de la pénicilline. Hein. Toxidermie érythémateuse. Alors nous, on fait exprès de publier, tous les médicaments peuvent donner des hypersensibilités. C'est pour ça qu'il y a un moment où c'est important de connaître les médicaments les plus fréquents. Mais là, c'est une toxidermie érythémateuse à la cétirizine. Donc on a publié des toxidermies érythémateuses aux corticoïdes, on a publié des toxidermies érythémateuses, je ne sais pas à quoi, chaque fois aux anti-H2. Donc tous les médicaments peuvent en donner. Alors quelques exemples pour terminer. Ça, c'est donc une patiente qui a fait cette toxidermie au pénis et les tests, alors qui avaient été ensuite remplacés par Bactrim. Donc les tests cutanés sont négatifs pour le Bactrim, sont positifs pour la PNIG. On avait mis clamoxyl, amoxicilline, on l'avait rajouté. Vous voyez qu'il y a une réactivité croisée PNIG et amoxicilline. Elle prenait du Feldel qui est négatif. Donc là, on est vraiment, on démontre l'hypersensibilité retardée allergique à la pénicilline. Ça, c'est un autre cas. Alors, c'était oxaciline. C'est un cas donc de exanthème maculopapuleux toxidermie érythémateuse induite par une pénicilline M, qu'on appelle oxaciline. La première série de tests avait trouvé une positivité pour l'oxaciline. Et chaque fois qu'on fait des tests, on teste uniquement le médicament qui est le plus important. Tous les médicaments qu'on peut éviter, on ne les teste pas. Donc là, on testait des pénicillines. Et on met tout de suite en contrôle des céphalosporines de 3e génération. Comme ça, on n'a aucun patient qui est allergique au pénis qui cross-réagit avec ceftriaxone, c'est donc Rocephin, ou avec Orocanorellox. Donc là, il avait un test positif à la PNIM et un test négatif au ceftriaxone. Ça, c'est la première série de tests. Et on le fait revenir pour faire ce qu'on appelle une batterie des bêta-lactamines. Et donc là, vous avez les résultats de la batterie. Vous voyez qu'on retrouve la positivité à la pénicilline M, Bristopène, pénicilline G, ça c'est orménine, piperacilline, ticarciline, c'est tout. Vous voyez qu'il est négatif pour l'augmentin, le clamoxyle, le zinate, ceftriaxone Rocephin, cefapéros. Donc ça c'est juste pour, c'est pareil pour l'hypersensibilité immédiate. On n'a aucun patient, on doit en avoir 150 à peu près d'hypersensibilité retardée aux bêta-lactamines. On n'a aucun patient qui réagit, qui est allergique, entre guillemets, ou plutôt qui est sensibilisé à toutes les pénicillines que l'on teste. C'est pas possible. Et on a des patients qui sont sensibilisés à une seule. On a des patients qui sont sensibilisés qu'à l'amoxicilline. Donc on essaie de comprendre, on a 5 groupes de réactivité quand on analyse les résultats comme ça. Donc on peut donner des pénicillines chez quelqu'un qui est allergique à une pénicilline. Donc d'autres exemples, ça c'est un dress au pénis. Et là c'est pour montrer que les intradermoréactions sont aussi extrêmement efficaces pour faire le diagnostic, aussi efficaces dans notre expérience que les tests de patch, en sachant que les tests de patch sont moins dangereux, donc on préfère toujours les tests épicutanés. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué. C'est une femme qui a été adressée chez nous pour urticaire à l'amoxicilline. Donc, on l'a testé, prix IDR à lecture immédiate. Et comme les prix IDR étaient négatifs, que c'était une urticaire et qu'il n'y avait pas eu de complications, on lui a redonné de l'amoxicilline. Elle est revenue nous voir, 2 jours après, elle avait développé un exanthème à l'amoxicilline. Et au niveau du prick test à l'amoxicilline, clamoxyl, ben vous voyez qu'elle a développé une magnifique
lésions d'eczéma allergique de contact. Il y a eu un tout petit peu d'amoxicilline qui est rentré, mais c'est surtout la goutte ici. Elle a donc développé une réaction tardive. Donc on peut parfaitement avoir des patients qui ont des lymphocytes T particulièrement efficaces, afin, on dit, qui développent une réaction d'hypersensibilité retardée avec un contact extrêmement limité. Ce que ça pose comme question quand même, c'est que cette femme qui a vraiment ces T extrêmement actifs, vous voyez qu'elle développe une réaction qui est extrêmement minime. Donc on a toujours l'impression que c'est la force de la réponse immunitaire qui va conditionner la sévérité de la maladie. C'est pas vrai manifestement. Donc l'induction de tolérance, je vous renvoie au chapitre dans la revue dont je vous ai parlé. On réintroduit, je veux dire, un patient qui a besoin d'un médicament peut l'avoir, il n'y a aucun problème. Il y a des protocoles d'induction de tolérance qui sont extrêmement simples à faire, que l'on fait dans tous les cas d'hypersensibilité aux médicaments, dans des centres de référence, sauf encore dans les Lyell et les Steven Johnson. Le docteur Bensei dont je vous ai parlé le fait quand c'est indispensable, antituberculeux, on a discuté, chez des patients qui ont fait des syndromes d'hypersensibilité de graisse aux antituberculeux. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.